Bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. T'es data scientist, t'es data analyst, t'es statisticien, bref, t'es scientifique des données. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, celui de la gestion des valeurs aberrantes, les outliers. À toutes. On ne peut pas parler de scientifique de données sans la donnée. La donnée est au cœur d'une modélisation statistique, d'une modélisation machine learning, d'une modélisation de projet data science. Et à l'issue d'une modélisation pareille, on attend à avoir en quelque sorte de bons résultats. Mais il faudrait que nous partons de bons outils pour obtenir ce que nous recherchons. Un des outils, il est très important dans une modélisation machine learning, dans une modélisation statistique, c'est la donnée. La donnée peut être entachée de valeurs que nous qualifions de valeurs aberrantes. Et ces valeurs aberrantes-là peuvent agir de façon maladroite sur le résultat, sur le modèle que nous allons obtenir finalement. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques approches pour venir à bout de ces valeurs aberrantes. C'est quoi alors une valeur aberrante? Une valeur aberrante est une valeur qui est significativement différente des autres valeurs d'une même base de données. Ces valeurs-là peuvent émaner d'erreurs de mesure, d'erreurs de saisie de l'information de version papier, par exemple, à la version logicielle. Ces valeurs peuvent être émanées de valeurs existantes, mais extrêmes. Je prends par exemple l'exemple de la taille de la personne la plus élancée du monde, qui est de 2,51. Prenons ce petit exemple-là. On considère l'âge de 5 jeunes individus, 20, 21, 27, 25 et puis 23. Quelle est la moyenne d'âge à ce niveau? Lorsqu'on cherche à le déterminer rapidement, on se rend compte que cette moyenne d'âge est de 23,2, disons 23 ans, comme moyenne d'âge pour les 5 personnes qui sont là. À la suite, changeons la valeur 20 par 80. Lorsque nous faisons ce changement-là, recalculons cette même moyenne. La nouvelle moyenne que nous obtenons est de 35,2. On remarque comment le 80 a impacté considérablement cette moyenne-là qui normalement était aux alentours de 23. On peut aller jusqu'à 24, 25 par rapport à cette moyenne-là. Mais lorsque nous quittons 23 pour nous retrouver à 35, parce qu'il y a une simple valeur qui a changé drastiquement, cela laisse entrevoir l'importance, l'impact des valeurs aberrantes dans le traitement de l'information que nous avons avec nous. Plusieurs stratégies, plusieurs approches peuvent être utilisées pour arriver à bout de ces valeurs aberrantes. Ici, nous allons nous focaliser sur la Z-score méthode, sur l'intervalle, sur la méthode de l'intervalle interquartile et sur la méthode du local outlier factor. C'est quoi la méthode du Z-score? La méthode du Z-score est basée sur une considération, celle de la donnée qui épouse une loi normale. Et comment ça se passe? Ici, nous mesurons la donnée, la distance qui existe entre la donnée et puis sa moyenne. Et cette mesure est effectuée par l'écart type qui existe entre ces deux éléments. Donc, on se fixe pour ce faire un seuil et à partir en dessus de ce seuil-là, on commence par considérer la donnée comme étant aberrante. Dans notre cas de figure ici, suivant notre représentation, on peut remarquer qu'en définissant notre Z comme positionné sur moins 3 en valeur absolue 3, à ce niveau 3 et puis ici 3 en valeur absolue bien sûr, toutes les valeurs, toutes les données dont leur Z-score vont se retrouver après le moins 3 seront considérées comme les valeurs aberrantes. Et c'est pareil de ce côté aussi. Toutes les valeurs qui vont se retrouver après 3 seront nos valeurs aberrantes. Alors, d'autres personnes peuvent décider de considérer comme leur limite à 2 ou valeur absolue de 2. Donc, si nous sommes à 2, toute la donnée qui est considérée à partir de vers là jusqu'à la fin sera considérée comme notre valeur aberrante. Et de ce côté-là, toutes les valeurs qui seront en dessous de moins 2 seront nos valeurs aberrantes. Donc, la question de valeur aberrante dépend du seuil qu'on se fixe. À présent, comment il faut le coder? Donc, dans ce petit bout de code, qu'est-ce qui se passe en fait? En premier lieu, on importe la librairie NumPy. On importe aussi
de SciPy, la librairie Stat, voilà, pour calculer nos Z-scores. Donc, on fait notre petite simulation de valeurs normales qui constituent notre donnée, nos données. Et à partir de ces données-là, on détermine les Z-scores. En fixant comme seuil à 3, qu'est-ce que nous aurons ici? Toutes les valeurs dont les Z-scores seront en dessus de 3 seront considérées comme des valeurs aberrantes. À présent, passons à une deuxième stratégie pour la détermination, pour la gestion de ces valeurs aberrantes. Suivant cette deuxième méthode-là, qui est la méthode de l'intervalle interquartile ou encore la méthode de la boîte à moustaches, comment cela se passe? Nous allons nous focaliser majoritairement sur la boîte à moustaches qui nous permet, au travers de ces moustaches-là, d'obtenir des valeurs, enfin une limite maximale et puis une limite minimale. Cette limite minimale, comme elle est notifiée ici, est le quantile de 25% moins 1,5 de l'intervalle interquantile. C'est pareil pour la limite maximale qui est cette fois-ci du quantile 3 plus 1,5 multiplié par l'intervalle interquantile. Donc, c'est facile à ce niveau dans la mesure où la valeur qui est considérée comme aberrante est simplement cette valeur-là qui se situe après le maximum, c'est-à-dire notre moustache, et toutes les valeurs qui sont avant notre minimum sont considérées ici comme étant des valeurs aberrantes. Comment cela se passe avec Python? Donc, nous allons faire une petite simulation. La donnée, elle est faite d'une petite simulation émanant de la loi normale. Et du coup, on détermine facilement le quantile à 25% et le quantile à 75%. À la suite de ça, on peut déterminer facilement ici l'intervalle interquartile qui est la différence entre le Q3 et puis le Q1. Donc, on se fixe, enfin, ici, ce n'est pas un seuil de décision, mais c'est plutôt la valeur 1,5 qui est une valeur qui est considérée comme ça dans la construction de notre boîte à moustaches. Donc, lorsque nous récupérons cette valeur-là, tout ce qui se situe en dessous de Q1 multiplié, enfin, moins le seuil qui est de 1,5 multiplié par l'intervalle interquartile ou tout ce qui se situe après cette quantité-là, nous les considérerons comme étant des valeurs aberrantes. Avec cette nouvelle méthode, c'est-à-dire la méthode de la Local Outlier Factor, comment ça se passe? En effet, précédemment, on a considéré que les données épousaient une loi normale. Et donc, tout ce qui ne se situait pas par rapport à notre seuil directement sera considéré comme étant une valeur aberrante. Mais dans notre cas de figure ici, ce n'est pas le cas. Il y a une petite amélioration qui est la considération de la donnée épousant plusieurs distributions. C'est-à-dire ici, au lieu d'avoir une seule loi qui épouse toute la distribution, on a de petites lois, on a de petites distributions qui façonnent la donnée. Et donc, on peut supposer, je prends un exemple, de 3 distributions différentes dont est émanée la donnée. Lorsque nous avons cela, dès que nous avons des points qui n'appartiennent pas à un de ces 3 distributions-là, on pourra considérer cette fois-ci que ce point-là est une valeur aberrante. Donc, en lieu et place d'une seule distribution qui façonne toute la donnée, on a plusieurs sous-distributions qui nous aident à prendre beaucoup plus en considération d'autres valeurs qui ne sont pas forcément issues des autres distributions. Donc, avec Python, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous allons en premier lieu importer de la librairie scikit-learn Local Outlier Factor. On fait une simulation de la donnée. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On fait une instantiation de Local Outlier Factor avec n neighbor égale à 20. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela suggère tout simplement que la densité locale de chaque point de données est estimée en fonction de 20 voisins les plus proches. Cette valeur peut être ajustée en fonction des connaissances de la donnée et des motivations que chacun a. Cela veut dire concrètement quoi? Lorsque nous prenons une donnée pour déterminer s'il appartient à une densité ou pas, nous allons essayer de le considérer autour de ces 20 voisins. Donc, on peut changer ça pour obtenir quelque chose d'autre. Il y a un autre paramètre un peu important, celui de contamination qui est 0,05 ici.
Cela veut dire que lorsque nous considérerons chaque sous-densité, la valeur que nous allons essayer d'enlever, qui sera considérée comme la valeur aberrante, sera à hauteur de 0,05 de la donnée générale qui existe dans cette sous-densité. Cela sera tout. Et dès que cela est bien instancié, on peut faire une prédiction sur la donnée des valeurs qui sont en effet les valeurs aberrantes. Ce sera tout pour notre travail d'aujourd'hui. La gestion des valeurs aberrantes est d'une importance capitale dans l'analyse de la donnée. Si on recherche de bons résultats, il faut forcément s'y attacher. Alors, avant de vous laisser, il est à notifier qu'il existe d'autres méthodes aussi, d'autres approches beaucoup plus sophistiquées pour gérer les valeurs aberrantes, ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, aimez, partagez et surtout, mettez en commentaire d'autres méthodes que vous connaissez.